revient toujours à dire que c'est un retour à la nature, à notre nature, à nos connaissances, et renouveler sans cesse pour la médecine traditionnelle. C'est un savoir qui n'arrête pas de renaître. Bonjour Isabelle Oaro-Joly. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette interview pour l'Académie du climat. Vous êtes conteuse, autrice, ethnobotaniste de La Réunion et vous êtes reconnue pour votre travail sur la transmission de savoirs traditionnels liés aux plantes médicinales et aux tisanes de l'île. Vous animez des conférences, vous animez des ateliers et votre public est autant un public de jeunes qu'un public adulte. Tout à fait, c'est tout à fait juste. Je voulais commencer cette interview avec un chiffre. À La Réunion, plus de 70% des foyers disent encore utiliser régulièrement des tisanes traditionnelles pour traiter les petits maux du quotidien. Quel regard avez-vous par rapport à ce chiffre-là ? Je suis tout à fait d'accord. Et je pense même d'ailleurs qu'il y a une augmentation de l'usage de nos plantes par rapport aux épidémies que nous avons eues et pour lesquelles il n'y a pas de médicaments. Donc, c'est à ce moment-là que beaucoup reviennent à la médecine créole de façon à pouvoir les soulager. Parce que bien sûr, on ne guérit pas, mais ça soulage au niveau des douleurs, des fièvres et tout ça. Donc, la médecine créole existe carrément depuis le peuplement de l'île au XVIIIe siècle. Et elle est venue avec les habitants qui arrivaient un peu de partout, puisqu'on a des Indiens, on a des Africains, on a des Chinois, on a des Européens. Et toute cette médecine s'est mélangée, s'est métissée pour faire la médecine créole. Au XVIIIe siècle, il y avait ce qu'on appelait la médecine des humeurs. C'est-à-dire que si on prenait une grippe, c'est qu'on avait eu trop froid, donc il fallait réchauffer le corps. Ou bien si on avait des fièvres, c'est que le corps était trop chaud, qu'il fallait le refroidir. Donc tout ça, ça continue à fonctionner dans notre médecine. Mais ce que nous faisons surtout, c'est de la prévention. Puisque nous sommes un pays, une île, qui consommons beaucoup d'épices. Donc, il y a un échauffement des organes à cause des épices. Et on a toujours eu une pratique de ce qu'on appelle, nous, le rafraîchissement. En gros, c'est de la détox. Mais le rafraîchissement, c'est que des plantes qui rafraîchissent le corps, qui rafraîchissent les organes, de manière à ce qu'ils ne s'enflamment pas. Et très souvent, les inflammations comme l'arthrose et tout, c'est parce qu'on a des échauffements, enfin c'est le principe de la médecine créole, des échauffements au niveau de notre consommation, de notre alimentation. Et donc, c'est là-dessus qu'on va intervenir pour aider la personne à prévenir les maladies. Est-ce que cette médecine créole rentre en complémentarité ou en opposition avec la médecine traditionnelle ou dite occidentale ? Elle rentre en complémentarité. C'est-à-dire que quand quelqu'un est malade, bien sûr, on lui conseille d'aller voir le médecin, de prendre ses médicaments. Mais en complément, on va lui proposer des tisanes, on va lui proposer des massages, on va lui proposer des bains. Et donc, en même temps, il y a le traitement par le bien-être, par le mieux-être du corps, par la détente, par la relaxation, par les méthodes anti-stress. Par exemple, on a vraiment une pratique très particulière chez nous qui s'appelle la tisane de saisissement. C'est une tisane que l'on donne aux personnes qui ont eu un gros coup de stress, un deuil, un accident, et qui va donc soigner le foie en reproduisant le même fonctionnement que le stress sur le foie. C'est-à-dire que la personne est saisie, elle a eu un choc, et donc on va créer un choc avec deux éléments, qui est le gros sel et le romarin, qui travaille donc sur le stress et le rafraîchissement. Donc on va saisir ces plantes-là par la chaleur et on va donc reproduire le phénomène avec ce qui arrive au foie et aux organes. Et donc ça va permettre de digérer, de récupérer tout ce qu'on a perdu avec le stress. Et donc c'est vraiment un petit rituel qui a toujours existé. J'ai toujours connu ça, moi, dans la médecine créole. En préparant cette interview avec mon équipe, on a beaucoup vu que vous parlez de mémoire végétale. Oui. Qu'est-ce que cela signifie et comment cette mémoire se transmet aujourd'hui ? Alors, on pourrait dire, mais en particulier les femmes, comme moi par exemple, nous avons une transmission déjà familiale. Moi, par exemple, mes grands-mères étaient déjà des jardinières et soignaient déjà avec les plantes du jardin. Donc ça se transmet dans les familles. Mais en même temps, le lien que nous avons avec la nature. Et moi, j'ai donc toujours eu un lien très, très proche avec la nature depuis toute petite. Il n'y a pas longtemps, je me rappelais qu'à 4 ans, j'allais déjà chercher des plantes pour soigner un de mes frères qui était malade. Et je savais quelle plante prendre, parce que ma mère m'a dit, il faut prendre ça. Et je faisais déjà ça toute petite. Donc, quelque part,
il y a une accumulation de tous ces savoirs qui se transmettent dans la mémoire. Et moi, maintenant, je travaille à la transmettre pour le futur, pour les générations futures. C'est un savoir qui n'arrête pas de renaître. Parce que d'abord, on a maintenant des médias qui permettent aux gens, s'ils veulent savoir les vertus d'une plante, on peut chercher sur Internet. Il y a les livres. Je suis moi-même écrivaine. J'ai écrit il y a maintenant 30 ans le livre référence sur les jardins créoles de La Réunion. Et là, justement, je viens de faire paraître un livre sur les légumes longtemps. Donc des légumes racines qui faisaient partie de l'alimentation traditionnelle. Et là, par contre, qui est en désuétude, qui retombe parce que les gens sont dans la grande consommation. Et donc, ce livre-là, qui est une autre façon de transmettre, ça va permettre à des milliers de familles de renouer avec ça. Et comme moi, je vais présenter ça dans le cadre d'ateliers, dans le cadre de balades, dans les rencontres avec les enfants ou même dans le cadre de conférences, on a vraiment une ouverture des transmissions et il y a un intérêt renouvelé sans cesse pour la médecine traditionnelle. Encore plus avec ce que nous venons de vivre avec le chikungunya. Je vais rebondir, je pense, sur ce contexte de crise écologique globale. L'usage de ces plantes médicinales locales, est-ce que ça peut être vu aussi comme une forme de résistance culturelle et écologique ? Moi, je pense que oui. Bon, quelque part, ça revient toujours à dire que c'est un retour à la nature, à notre nature, à nos connaissances. Et en même temps, quand il n'y a pas de solution dans la médecine chimique, on va voir un médecin quand on a eu le chikungunya, il va vous dire, je peux vous donner un certain médicament, mais c'est tout. Et ce médicament-là va agir un peu sur la fièvre, mais ne va pas l'aider vraiment. Nous, nos plantes vont soulager, vont l'aider à mieux vivre, à mieux supporter la maladie. Et en même temps, on travaille sur la prévention, encore une fois, en augmentant les défenses immunitaires. Donc il y a vraiment des plantes qui sont données pour ça, que les gens utilisent de plus en plus, et même de nouvelles plantes qui rentrent dans notre pharmacopée. On associe souvent les tisanes à des soins familiaux, mais il existe aussi un marché commercial. Comment on évite que cette pratique soit dénaturée ou récupérée par une logique dite industrielle ? Un certain nombre de nos plantes ont été classées dans la pharmacopée française, sont maintenant cultivées, au lieu que ce soit de la cueillette sauvage dans les forêts, donc qui sont fragiles et on n'a plus le droit de les cueillir. Et il y a donc maintenant des producteurs de ces plantes, donc ça permet à des gens de vivre et de vendre les plantes locales qui sont vendues dans les pharmacies. Donc au contraire, on entre bien dans un cycle où chacun participe à ce que cette médecine reste vivante. Vous voulez dire que c'est pas parce que cette pratique devient industrielle qu'elle est forcément mauvaise ? Ah non, bien sûr que non. Moi, je pense que tout est complémentaire. Alors, bien sûr, dans les familles, on va continuer à avoir la petite tisane de la maîtresse de maison. Mais en même temps, si les gens n'ont pas les tisanes dans leur famille, eh bien, ils peuvent les retrouver en les achetant en pharmacie ou bien même dans les offices de tourisme et tout. Les savoirs liés aux plantes étaient parfois dévalorisés. On en parlait tout à l'heure sur la complémentarité ou l'opposition sur la médecine occidentale. C'était vu comme non scientifique. Est-ce que justement ce regard est en train de changer ? Et quel pont on peut faire entre la science académique et les savoirs traditionnels ? On a une association qui s'appelle la Plamédome, donc avec un président qui est un pharmacien et qui travaille justement pour qu'on reconnaisse les vertus de ces plantes. Et en même temps, il y a sans arrêt des nouvelles découvertes au niveau des plantes. Il faut savoir aussi que nous sommes dans l'océan Indien, qu'il y a Madagascar qui est à côté et qui est vraiment un lieu encore plus rempli de biodiversité que nous. Donc il y a aussi encore une fois à construire des relations aussi entre nos îles, entre les savoirs, entre hier, aujourd'hui et demain. Je voulais revenir avec vous sur un sujet, c'est la vision édénique de la nature. Est-ce que vous pouvez approfondir un peu ce sujet-là ? Tout à fait. La Réunion, donc auparavant l'île Bourbon, qui veut dire la source d'ailleurs, l'île Bourbon, quand elle a été découverte au XVIIe siècle, a représenté pour ceux qui la découvraient, comme à Tahiti d'ailleurs, le paradis. C'était véritablement un paradis terrestre, dans le sens où il y avait les oiseaux qui n'avaient pas peur de l'homme, qui n'avaient jamais rencontré l'homme, les rivières remplies de poissons, le ciel rempli de nuages d'oiseaux. Et donc avec l'homme qui est arrivé, donc d'abord les marins qui venaient s'approvisionner dans l'île, puisqu'on avait une eau excellente, les marins retrouvaient la santé au bout d'une semaine, mais au bout d'une semaine, ils avaient tellement chassé
que les oiseaux ne s'approchaient plus. Donc c'est pour ça que quand moi j'habite au bord de la mer dans le sud de l'île, et quand je vois la plage qui est vide d'oiseaux, je m'imagine toujours ces oiseaux qui marchaient le long de la plage, et je les regrette profondément. Et en même temps, ce que j'écris, c'est pour dire voilà ce que c'était cette île, voilà ce que l'homme en a fait, mais le futur, pour moi, il n'existe pas. On peut le réécrire en protégeant davantage la nature, en la respectant. Et c'est vraiment ce que j'enseigne à tous les niveaux pour revenir à la vision édénique.